Bienvenue dans Au cœur de nous, le podcast de psychologue.net pour comprendre ce qui se passe en nous et trouver des clés pour mieux vivre. À travers le regard de professionnels de la santé mentale ainsi que des conseils et des outils concrets, notre objectif est simple, vous aider à mieux vous comprendre et à développer des ressources pour vous sentir plus aligné dans votre vie. Parce que comprendre ce qui se passe en nous ne soulage pas seulement, ça peut aussi transformer notre manière de vivre. Alors on commence. Je suis Charlotte, community manager de psychologue.net et aujourd'hui nous allons parler d'hypersensibilité et de ce que cela change dans nos relations. Quand on est hypersensible, les émotions, les mots ou même les silences peuvent être ressentis avec une intensité particulière. Cette sensibilité, elle peut être une grande richesse, mais elle peut aussi rendre certaines relations plus complexes et parfois plus douloureuse. Pour mieux comprendre ces mécanismes et apprendre à protéger sa sensibilité sans se fermer aux autres, nous accueillons aujourd'hui la thérapeute Julia Bouchinet. Bonjour Julia, merci d'être présente aujourd'hui pour nous parler d'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité réellement au-delà des clichés ? Bonjour Charlotte, merci, je suis ravie d'être ici. Pour cette première question, en fait, déjà j'aimerais simplement rappeler que les hypersensibles souffrent énormément du fait d'être différents. Déjà, de un, ils pensent vraiment être le problème, ils pensent avoir une anomalie et donc il y a une vraie souffrance derrière cette question-là de l'hypersensibilité. Ensuite, j'aimerais apporter à cette question une distinction. En fait, pour moi, il y a 2 types d'hypersensibilité. Il y a vraiment l'hypersensibilité sensorielle. Donc c'est l'hypersensibilité neurologique qui a été vraiment démontrée par la science, les dernières avancées en fait scientifiques. Ce sont des personnes qui traitent en fait l'information de manière simultanée. Ça veut dire que les sons, les odeurs, tous les sens en fait sont surstimulés en même temps, contrairement à d'autres personnes qui vont pouvoir trier. Donc c'est des personnes qui sont vite surchargées par toutes les informations qu'ils reçoivent autour d'eux. Tout est trop fort. Donc Voilà. c'est une surcharge sensorielle finalement. Voilà, exactement. Parce que le traitement, au lieu d'être chronologique, on va dire, ou en tout cas sélectif, il est simultané. Ok. Ensuite, il y a vraiment l'hypersensibilité comme on en entend parler communément. Donc, on va dire c'est un vécu plus profond des relations et des émotions. Donc, ce sont des personnes qui ont une empathie très développée. Donc, elles ressentent dans leur corps ce que peuvent ressentir les autres, les énergies des lieux, des pièces, des personnes, et aussi une théorie de l'esprit très développée. Donc ça, c'est un concept qui parle du fait de pouvoir se représenter dans la tête de l'autre ce que pense, perçoit l'autre. Donc c'est des personnes qui sont vraiment, finalement, très happées et stimulées par ce que vit l'autre. Ça va même au-delà de l'empathie ? Oui, bah en fait, l'empathie, c'est vraiment dans le corps, alors que la théorie de l'esprit, c'est dans la tête. Ils ont les deux très développés. Donc, ça peut créer aussi, bien sûr, une surcharge. Par rapport à l'hypersensibilité, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est des personnes qui se sont beaucoup minimisées, qui se sont tues, et donc qui ont l'impression, voilà, toujours un peu de déranger ou de devoir s'adapter aux autres. D'accord. Alors tu nous parles justement de cette empathie qui est forte chez les hypersensibles. Pourquoi les hypersensibles, ils vivent plus souvent les relations intensément que les autres ? Oui, alors on en a un tout petit peu parlé, mais c'est qu'ils vivent les relations de manière très profonde et dans leur corps et dans leur tête, les deux. C'est-à-dire que ils peuvent être habités très fort par des personnes, alors que la personne n'est pas là. C'est-à-dire que ils vont penser, ils vont ressentir des sensations, des émotions, des situations qui n'existent plus même depuis des heures ou des jours, parce qu'ils sont animés par l'autre. Donc ils vivent pas les relations de manière superficielle, ils les vivent vraiment très fort dans le corps. D'accord. Donc c'est hyper, hyper riche, mais par contre ça peut être vraiment très fatigant. Il y a aussi une chose à savoir par rapport aux hypersensibles, c'est qu'ils ont un besoin d'authenticité très fort. Ça veut dire que porter des masques, c'est pas forcément évident pour eux. Et parfois même, ils peuvent être en dehors un peu des normes. Ils vont pas forcément comprendre trop le second degré pour certains. Ils vont être un peu à côté. L'humour va les déstabiliser. Et jouer en fait un rôle sans connexion, ça va pas être trop pour eux. Ils sont pas trop dans l'humour ou il y a certains types d'humour qui leur parlent plus, on va Bah, en dire. fait, ça peut être un peu les deux, mais ils vont être un peu désarçonnés par des choses qui les prennent par surprise. Sans savoir trop, oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que je dois en penser, voilà, est-ce que c'était contre moi? Enfin, il y a toujours, ils savent pas trop où se placer, en fait. Donc, quand il y a des petits jeux comme ça sociaux, ils sont un peu perdus.
Ensuite, il y a d'autres éléments, c'est que les relations sont vécues assez intensément parce qu'ils ont l'impression que les autres ne s'intéressent pas à eux. Comme en fait, ils offrent une écoute active et une connexion et vraiment une profondeur dans les relations quand ils n'ont pas ça en retour. C'est ce que je vois beaucoup, beaucoup en séance de thérapie, c'est qu'ils me disent je suis inintéressant, puisqu'on ne s'intéresse pas à moi, à ce que je ressens, etc. Parce que eux, c'est toute leur vie. Donc en fait, quand on ne s'intéresse pas à ça, ils ont l'impression d'être inutiles, transparents, inintéressants. Et donc, ils portent cette souffrance, ce mal-être. Oui, puis on est quand même dans un monde où finalement l'écoute, elle est pas tant présente que ça. Les gens, ils parlent pour répondre, mais ils écoutent pas vraiment les autres. On Exactement. est assez d'accord là-dessus. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que ça les fait souffrir parce que pour eux, c'est assez normal. C'est d'ailleurs ce pourquoi les gens se confient beaucoup à eux. C'est parce qu'ils écoutent de manière assez intuitive. Et comme ils ont cette fameuse théorie de l'esprit et cette empathie, les deux en même temps, fait que ils sont très vite dans le corps de l'autre. Donc c'est assez facile pour eux. Mais quand il n'y a pas ça, ils sont désarçonnés. Et d'ailleurs, il y a juste un petit point de vigilance pour les hypersensibles. Je pense qu'ils se reconnaîtront. C'est qu'ils ont tendance à être un peu dans la suranalyse et la surinterprétation de ce qu'ils perçoivent. Comme ils perçoivent très fort, ils peuvent aussi en être un peu intrusifs pour avoir cette connexion. Sinon, ils savent pas comment jouer socialement. S'il n'y a pas la connexion, s'il y a par exemple que de l'humour, ils sont désarçonnés. Des gens assez distants avec les hypersensibles émotionnellement, ils sont perdus. Ils savent pas comment faire. Donc, il faut qu'ils trouvent quelque chose pour connecter. D'accord. Mais des fois, ça marche pas. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un sujet récurrent avec les hypersensibles, c'est les relations toxiques. On en parle souvent et c'est quelque chose qui revient souvent aussi sur psychologue.net. Pourquoi ces profils, ils sont finalement plus vulnérables aux relations toxiques ? Alors oui, je vais essayer de parler de 3-4 choses, 3-4 points qui me semblent très importants. En fait, c'est des mécanismes psychiques, pour moi, qui sont à l'explication de tout ça. Les hypersensibles pensent avoir un problème. Depuis tout petit, on leur dit « mais t'es trop sensible, tu penses trop, t'es trop dans ta tête, arrête de te prendre la tête, fiche-toi la paix, etc. » Donc eux, dans leur tête, ce qu'ils ont de plus profond, il faut le cacher. C'est pas quelque chose de valorisé ou de valorisable. Donc, l'identité, ce qu'on appelle l'identification, est très... C'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est plus fragile, on va dire, que quelqu'un d'autre. Donc, eux, ils se disent « moi, je suis le problème ». Donc, des personnes affirmées, confiantes, charismatiques ont raison. Donc, moi, j'ai tort, eux, ils ont raison. Donc, ils vont avoir une identification à ces personnes-là et se calquer leur identité sur eux, donc se rapprocher souvent de ces personnes. Et dans les relations toxiques, les profils sont semblent très confiants, très assurés, très assumés, très sûrs d'eux, et ça rassure les hypersensibles qui veulent se compléter. D'ailleurs, dans les relations toxiques, ces personnes-là, plus toxiques, malheureusement, qui utilisent la manipulation, le chantage, enfin tout ce qu'on connaît, veulent aussi se compléter de la sensibilité des hypersensibles. Donc c'est un peu un troc. Donc, le premier mécanisme, c'est l'identification qui est un peu plus forte chez les hypersensibles au travers de personnes qui semblent très confiantes. Ensuite, il y a bien sûr le mécanisme qui va avec, c'est l'idéalisation. Donc là, c'est pareil. Comme les hypersensibles n'ont pas réussi à avoir souvent dans leur famille cette communication profonde qui les rassure, qui leur fait du bien et qui les fait se sentir eux-mêmes, ils vont être un peu happés par les paroles. C'est-à-dire que même si les actes ne sont pas forcément en cohérence avec les paroles, ils vont être comme waouh, attirés par ça. Et souvent, on sait que dans les profils de personnes toxiques, après, on peut tous porter une forme de toxicité en fonction des silences qu'on a connus, des violences aussi dans notre famille. Voilà, pour moi, on s'attire aussi par nos fragilités. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ils sont happés par ça et ils ont tendance à idéaliser ces profils-là. Ensuite, il y a une peur profonde de l'autre. Souvent, les hypersensibles ont grandi dans des environnements où, comme je disais, il n'y avait pas forcément assez de communication profonde, où ils se sentaient intéressants, ils se sentaient regardés et vus. Et donc, il y a une forme de micro-violence parfois, ou même de violence psychologique, physique, voilà, malheureusement. Et donc, ils ont peur de l'autre. Ils ont peur de prendre leur place, ils ont peur d'être eux-mêmes. Ils ont toujours un peu cette appréhension d'être qui ils sont, de mal faire. Ils ont perçu les tensions dans leur famille, ils ont été les médiateurs. Et donc, dans cette médiation,
bah, ils ont essayé d'arranger les choses. Et le truc, c'est que cette peur les entraîne à toujours un peu sur le qui-vive, un peu en hypervigilance, à arranger les choses. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que les profils de personnes qui vont un peu les manipuler, etc., même si elles sont très confiantes en apparence et très sûres Oui, d'elles, ça reste une apparence. au fond, les hypersensibles captent même sans le nommer. C'est ça d'ailleurs une de leurs plus grandes souffrances, c'est qu'ils ne nomment pas, mais ils sentent, ils perçoivent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc hop, ils se mettent à vouloir sauver justement ces personnes-là. Et là, on est sur le dernier mécanisme, syndrome du sauveur. Ou plutôt, c'est un syndrome, mais voilà, c'est vraiment je perçois qu'il y a quelque chose chez l'autre qui ne va pas, mes radars sont brouillés, la personne a un mal-être, il faut que je l'aide, mais je n'arrive pas à nommer ce que je fais, mais il faut que j'y aille quand même. Et donc là, ils sont dans un sentiment d'impuissance de ne pas y arriver, puisque l'autre, forcément, leur dit que c'est toi le problème, tu as fait ci, tu as fait ça, toujours dans l'accusation et dans le reproche. Voilà, donc là, on a vraiment le déroulé de cette identification qui n'a pas forcément fonctionné, l'idéalisation, la peur de l'autre et le syndrome du sauveur, qui est très, très, très fort. J'imagine aussi qu'on peut avoir l'autre côté du syndrome du sauveur, on sauve son ami, on sauve son couple, enfin voilà, sauve ce qu'on peut sauver. Mais genre par exemple, si on sauve un ami et que cet ami il est pas très reconnaissant ou même il arrête de communiquer, j'imagine qu'il y a cette, je vais pas dire cette agressivité, mais c'est un peu cette rancœur quand même à l'intérieur, comme tu disais tout à l'heure. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ils ne comprennent pas souvent, mais moi j'ai donné autant. Oui, mais est-ce que la personne en soi t'a demandé de donner autant? Ouais. Ben non, mais je sentais. Ben oui, mais tu sentais. Mais peut-être que ah, il y a voilà, c'est un peu touchy cette question parce qu'on sait pas vraiment si l'autre a demandé, si ça l'arrangeait bien. Ouais, c'est pour ça que c'est assez subtil, mais il peut y D'accord. avoir ce reproche et cette colère. Et justement, la guérison, pour moi, chez eux, vient de là, part de là. Autorise-toi à avoir cette agressivité. Vas-y, lâche cette agressivité, tu as le droit. Souvent, tout est inhibé. Il faut pas montrer. Et c'est pour ça que souvent, ils vivent de l'anxiété, des angoisses profondes, parce qu'ils n'ont pas été autorisés à libérer leur agressivité. Alors qu'ils viennent d'un contexte où tout le monde s'autorise, mais eux, non. D'accord. Alors, tant qu'on parle de relations toxiques, justement, quels sont les signaux d'alerte dans une relation toxique que les personnes hypersensibles elles ont tendance à minimiser ou à ignorer? Alors pour du coup remettre dans le contexte, ils ont appris à ne pas se faire confiance. Donc pour eux, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, c'est pas juste. Ils le vivent à fond, hyper intensément, mais c'est les autres qui ont raison. Donc déjà de 1, ça encourage pas du tout à s'écouter et au contraire, ça encourage plus à se couper de ce qu'on ressent. Donc on va dire qu'il y a les signaux relationnels, comme tout ce qui est la confusion mentale, marcher un peu sur des œufs, disparaître, ne pas prendre sa place, se cacher et croire en fait qu'il y a avoir une difficulté entre ce qu'ils ressentent et les actes des autres. Ensuite, il y a tout ce qui se passe dans leur corps, qui est extrêmement minimisé. Si j'ai mal au ventre, c'est de ma faute. Voilà, souvent, c'est à l'envers. C'est-à-dire, ils ne se disent pas si je suis angoissée au contact de cette personne-là, c'est pas forcément l'autre qui peut être angoissé. C'est moi. Et pourtant, ils sentent que ça appartient un peu à l'autre, mais ils savent pas le nommer, puisque dans leur croyance et dans leur manière de fonctionner, c'est eux le problème. Ils ont tendance à plus se remettre en question que... Énormément. Énormément. Et par exemple, dans les relations toxiques, il y a aussi ce côté un peu de, on va dire, vampirisation énergétique où ils vont être très fatigués au contact de certaines personnes, mais pas au contact d'autres. Ils vont pas se poser la question. Tout ça, c'est extrêmement minimisé. À la fois, leur vie intérieure prend toute la place et à la fois, ils font pas confiance à leur vie intérieure. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Tous les maux de tête, les maux de ventre, ils dorment avec quelqu'un, comme par hasard, ils dorment pas, alors que quand ils dorment avec une autre personne, ils dorment bien. Toutes ces choses-là, c'est eux le problème dans leur tête. Donc quand on se sent en sécurité et qu'on dort à côté de quelqu'un, finalement, pour eux, c'est quand même un très bon signe. Ah oui. Oui. Bah, de toute façon, quand le corps est en sécurité, c'est que quand même, ils sont bien. Mais je pense que c'est valable un peu pour tout le monde, mais encore plus pour eux, qui sont très dans leur tête et dans leur corps, les deux à la fois. Et il y a un paradoxe très important, je pense qu'il faut souligner chez les hypersensibles,
c'est qu'ils vont pas remettre en question quelque chose d'assez... ils ont une grande lucidité sur ce que fait, dit l'autre. Ils mettent pas forcément en lien. Ok, il m'a dit ça ou elle m'a dit ça, mais pourtant elle fait ça. Mais ils voient les grandes lignes. Par exemple, manipulation, chantage, toutes ces choses-là, ils voient. Par contre, là où ils vont être un peu plus perdus sur les signaux minimisés, c'est les choses un peu plus subtiles. Par exemple, un humour un peu déguisé, le fameux gaslighting, une forme de générosité qui peut être donnée puis reprise. Toutes ces petites choses-là, ils vont pas réussir à le percevoir parce qu'il y a tellement déjà de signaux intérieurs et que c'est tellement eux le problème dans leur tête que tout ça, ça passe un peu à la trappe. D'accord. Alors, on va passer maintenant à un moment de pensée spécialement pour les utilisateurs, les personnes qui nous regardent et qui nous voient aujourd'hui, pour leur donner des solutions concrètes, des outils, des ressources qui pourront leur servir dans leur quotidien. Comment protéger sa sensibilité sans se fermer aux autres? Alors, c'est une question super intéressante parce que déjà, la sensibilité, c'est très beau. Et honnêtement, dans ce monde, ce qui marque aussi un peu notre vie quand même, c'est l'amour, la sensibilité, l'attention. S'il n'y avait pas ça, il y aurait beaucoup de choses assez superficielles. Donc, c'est déjà de prendre conscience qu'ils ont un super bagage. Vraiment, c'est même pas un bagage, quoi. Ils ont un super potentiel. Et d'ailleurs, ils voient beaucoup ça chez les autres, ce qui peut brouiller un peu leur radar. Mais sur cette question-là, voilà, moi, j'aurais 3 conseils. Le premier, c'est de vraiment décrypter, essayer un maximum de devenir observateur d'eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui m'appartient à moi. Pour ça, ça m'amène sur le deuxième conseil, c'est vraiment d'avoir des temps pour eux non négociables. Comme tu disais, ils se remettent beaucoup en question. Ouais. On le disait, il y a beaucoup d'activités dans la tête, etc. Il leur faut absolument des moments de calme et de repos. C'est-à-dire que c'est vital pour eux. S'ils n'ont pas ça, ils s'éteignent petit à petit, alors que sinon ils se rechargent vraiment de l'intérieur. Donc des temps de silence, des temps dans la nature, écouter de la musique, faire du sport, des choses comme ça. Mais vraiment des temps de off, de pause. Et pour terminer, hyper important chez eux, puisque c'est leur challenge, c'est de réussir à poser des limites sans culpabiliser, sans se justifier. Mais ça, pareil, c'est vraiment des choses qu'on fait, en tout cas en thérapie, étape par étape, step by step. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ressembler à ces personnes, voilà, hyper confiantes, assurées, affirmées et tout. Mais il faut y aller tranquillement. Juste prendre conscience de leurs droits. Moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir de l'agressivité. Moi aussi, j'ai le droit de me faire confiance. Et après, tranquillement, poser des limites sans culpabiliser. Et remettre aussi à leur place les autres, ce qu'ils ont un peu du mal à faire au début. Mais ça se travaille. Ça s'apprend et finalement, petit à petit, donc les hypersensibles, ils peuvent apprendre à s'affirmer au fur et à mesure. Alors, il y a un point qu'on n'a pas encore aujourd'hui abordé et qui serait intéressant, c'est de parler de tout le côté travail avec les hypersensibles. Alors, il est vrai que les hypersensibles ont peut-être plus de mal à trouver un métier qui correspond à leurs attentes. Ils vont peut-être aller de métier en métier et ils vont pas finalement se sentir épanouis au travail. Est-ce que tu as des recommandations, des conseils à ce niveau-là? Alors oui, en fait, on va dire que le point positif, le point fort des hypersensibles, c'est une recherche de liberté et un besoin de créativité très fort. Donc déjà, c'est des métiers peut-être qui encouragent ça, qui encouragent leur plein potentiel. Ensuite, c'est des personnes qui ne sont pas à l'aise socialement. Donc, moi, en tout cas, tous les cas d'hypersensibles que je vois qui ont des difficultés dans le travail, c'est des personnes qui ont très peur du regard et du jugement des autres. Et en fait, c'est même pas sur la capacité à travailler ou à s'exprimer, c'est vraiment sur la fragilité dans le regard de l'autre. Donc, il leur faut déjà, bien sûr, travailler sur cette question-là. Et ensuite, vraiment s'écouter pour savoir qu'est-ce qui est facile pour moi. Parce que pour eux, il y a des choses qui sont faciles. Par exemple, ils ressentent très fort les autres, etc. Donc, tous les métiers un peu créatifs, artistiques, en lien aussi avec l'autre, la vente, etc., ils peuvent être très doués parce que tout ce qui est relationnel, mais one-to-one, pas le groupe, ça va être très plus facile en fait pour eux. Dès qu'ils peuvent connecter avec quelqu'un fort dans le cœur, ben, ils peuvent être très très bons dans ce qu'ils font. Oui, j'imagine que finalement, les interactions en groupe doivent finalement être plus limitées qu'autre chose, non? C'est très difficile, oui, et souvent,
quand ils viennent en thérapie, ils ont vécu des moments dans les groupes de travail, enfin professionnellement, où il y avait ils étaient déstabilisés. Déstabilisés parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter. Et ça les ramène souvent dans la fratrie, etc. Je suis moins qu'eux, mon frère, ma sœur prenaient plus de place, moi j'ai dû me taire. Et donc, ils n'arrivent pas vraiment à se faire confiance sur ça. Mais c'est des personnes qui aiment la valorisation, qui aiment appartenir, qui ont besoin de trouver du sens, qui ont besoin d'être libres, créatifs dans ce qu'ils font. Et dès qu'ils y mettent un peu de cœur et que voilà, il y a vraiment du sens humain, bah, ils fonctionnent très bien, quoi. Oui, justement, je pensais à tout cet aspect valeur qui est hyper important pour eux. J'imagine que le travail, ils doivent trouver dans cet épanouissement au personnel, au travail, ils doivent trouver ce sens en fait profond de j'aide quelqu'un ou j'aide la société ou enfin voilà, de quelque chose dans ce Exactement. sens-là. Ouais. Où on me parle, voilà, je peux écouter. Effectivement, ils adorent aider. Bon, il faut pas non plus trop tomber dans le piège du fameux syndrome du sauveur, mais ça a du sens, quoi. Ils sont hyper satisfaits d'eux-mêmes quand ils sentent qu'il y a la reconnaissance derrière. Après, c'est assez global, enfin, c'est assez général. Je veux dire, on a tous quand même besoin de reconnaissance, mais ils en ont Sûr. quand même énormément besoin, les hypersensibles, de faire les choses bien et de pouvoir s'exprimer. À partir du moment où ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, leur perception, bah, ils cartonnent. Ils cartonnent, quoi. Eh ben, je te remercie, Julia, d'être venue aujourd'hui nous parler d'hypersensibilité. On aura appris davantage sur le sujet. Merci beaucoup. Aujourd'hui, avec la thérapeute Julia Bouchinet, nous avons parlé d'hypersensibilité et de la manière dont elle peut rendre certaines relations particulièrement intenses et parfois douloureuses. Lorsque l'on ressent profondément, les relations, elles peuvent devenir des espaces de connexion très forts, mais aussi des lieux où les blessures touchent plus directement. Comprendre sa sensibilité, apprendre à reconnaître les signaux d'alerte et poser des limites plus claires peut être une manière de protéger ce qui fait justement la richesse de cette sensibilité. Car l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une manière particulière de ressentir le monde qui mérite d'être comprise, respectée et protégée. Si cet épisode a résonné en vous et que vous sentez que vous auriez besoin d'être accompagné, vous trouverez dans la description plus d'informations sur Julia Bouchinet, ainsi que des liens vers notre site et nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, chez psychologue.net, nous pensons que chacun a le droit de se sentir mieux. C'est pourquoi nous disposons d'un site avec un large réseau de professionnels qui peuvent vous accompagner dans ce cheminement avec écoute, respect et sans jugement. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre du podcast Au cœur de nous de psychologue.net. Merci de nous avoir écoutés.